En ces temps qui prônent le développement personnel comme clé incontournable de notre mieux-être et de notre épanouissement, je me demande sincèrement si l'enjeu majeur, à l'ère individualiste et capitaliste dans laquelle nous évoluons, ne se trouve pas ailleurs. Et si passer du développement personnel au développement relationnel était finalement le véritable défi à relever. Autrement dit, passer de la connaissance de soi et des dictates implicites que cela impose à une soif de curiosité à l'égard de l'autre, en vue notamment d'accepter sa différence et pourquoi pas s'en inspirer. Je ne pouvais donc démarrer ce livre sans expliquer quelle est ma vision du couple, au-delà des clichés et des nombreuses injonctions qui pèsent sur lui, et cela avant même parfois qu'il soit formé. J'entends par injonction tous ces commandements implicites et sociaux, ces croyances limitantes que l'on nous assène, nous faisant croire qu'un couple doit répondre à un certain nombre de critères. Quels sont ces mythes qui s'invitent dans notre vie amoureuse ? Pourquoi font-ils souvent plus de mal que de bien à notre couple ? Et, surtout, comment arriver à les dépasser pour construire dans la relation à l'autre un espace de bientraitance restaurateur ? Première partie, tour d'horizon des stéréotypes autour du couple. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis retrouvée effrayée à l'idée de ne pas cocher toutes les cases d'un article de magazine ou d'un post Instagram avec ce genre de gros titres. 5 signes qui montrent qu'une relation de couple est toxique. 10 tips pour vous assurer que vous êtes avec la bonne personne. 6 signes que vous devez mettre un terme à cette relation. 8 choses que ne fait jamais un couple sain et équilibré. Combien de fois ai-je pu lire ou écouter des contenus de ce genre, ayant généré en moi peur et culpabilité ? Pourtant, lorsque j'ai cherché à correspondre à un modèle de couple, j'ai très souvent fini par me dévaloriser, me culpabiliser ou me persuader que j'étais trop différente, que j'avais un problème et que je devais changer pour mieux correspondre à la norme, à ce qui était, semble-t-il, attendu de moi en tant que femme blanche hétérosexuelle issue de la classe moyenne. Et si le plus grand risque que l'on courait à tenter de faire d'une norme une règle pour tout le monde, c'était de passer à côté de notre singularité et de finir par en perdre notre humanité ? Et si on passait à côté de ce que le couple peut nous offrir ? Alors, petit tour d'horizon non exhaustif de ces stéréotypes qui nous malmènent. Pour être heureux à deux, l'amour suffit. Un premier mythe qui fait fantasmer tout le monde. L'amour avec un grand A. Paul et moi nous sommes rencontrés à l'âge de 12 ans et nous sommes très vite tombés fous amoureux l'un de l'autre. Pendant des années, notre relation a été ponctuée de hauts et de bas. Nous nous sommes aimés, blessés, éloignés, parfois pendant des années, puis retrouvés à de nombreuses reprises. Honnêtement, on avait beau s'aimer de tout notre cœur, ça ne nous a pas empêchés de nous séparer dans des conditions parfois plus que chaotiques. Idem pour de nombreux couples que j'accompagne en thérapie et dont la difficulté majeure n'est clairement pas un manque d'amour, mais bien de ne plus parvenir à vivre leur relation avec l'autre dans la douceur et le respect, malgré des sentiments forts et partagés. Je crois que si l'amour suffisait, cela se saurait. Aimer de tout son cœur n'empêche pas pour autant de se comporter comme un égoïste ou une dictatrice, un orgueilleux ou une boudeuse. On peut aimer très fort et pourtant user de stratagèmes plus ou moins antirelationnels pour tenter de reprendre le contrôle sur la relation parce qu'on a peur, parce qu'on lutte, parce qu'on doute, parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on se reconnecte à des douleurs face auxquelles on se pense sans ressources. Mais c'est aussi et surtout parce que la relation réveille en soi des blessures que l'on connaît déjà trop bien et que personne ne nous a jamais appris à être en relation dans le respect de soi-même, de l'autre et de nous. Parce que généralement, on ne sait pas faire, voilà tout. L'idée que l'amour suffit est certes idyllique, mais elle nous condamne en quelque sorte à la passivité. Au pire, on tolère l'inacceptable et au mieux, on se laisse engloutir par la paresse, attendant patiemment si les choses se passent mal, qu'elles évoluent d'elles-mêmes et cela sans bouger d'un iota. Je crois profondément en l'idée que l'amour est une véritable énergie nourricière qui circule en chacun et chacune d'entre nous. Mais je crois aussi qu'aimer est un verbe d'action qui implique un mouvement de notre part. Alors si aimer l'autre du plus profond de son âme peut être d'une grande aide à la base, cela ne suffira pas à faire de nous des partenaires conscients, engagés, impliqués et soucieux du bien-être de leur amoureux. Aimer l'autre de la manière dont il ou elle a besoin d'être aimé, ça s'apprend, en plus d'être une véritable exploration de tous les jours. Et trop souvent, ce n'est ni l'école, ni la société, ni même notre famille qui nous l'enseignera. Nous apprenons seuls, à travers nos propres expériences de vie, certaines fois dans la joie et d'autres fois dans la douleur. Et si nous envisagions enfin qu'aimer et nous laisser aimer dans la bientraitance de notre intégrité et de l'altérité est possible ? Se rencontrer dans la conscience de soi
et de l'autre me semble être la condition pour entrer en relation, interagir, maintenir et protéger la relation. Et si tomber en amour de l'autre se veut l'une des conditions nécessaires à la naissance d'un couple, l'alliance amoureuse, quant à elle, est une œuvre de tous les jours. Autre stéréotype. Pour réussir sa vie de couple, il faut trouver la bonne personne. Encore une injonction pleine de pression dont on gagnerait à se débarrasser. Dans la lignée de l'amour avec un grand A, la bonne personne fait partie des nombreux mythes tirés des comédies romantiques qui tendent à idéaliser l'autre. Il ou elle serait la seule personne faite pour nous et vice-versa. Quel stress! Personnellement, j'ai du mal à envisager qu'une seule bonne personne nous correspondrait sur Terre. Et d'autant plus de mal à nous penser condamnés au malheur toute notre vie si nous n'avons pas la chance de la rencontrer. Flamme jumelle, âme sœur, moitié. Peu importe le nom qu'on lui donne, une partie de moi a toujours aimé la romance propre à cette idée, étant donné que c'est celle avec laquelle j'ai grandi au travers des films Disney en tant que petite fille. Mais entre nous, je trouve aussi cela extrêmement triste. Je ne peux nier le fait qu'il existe parfois des histoires d'amour qui sortent tout simplement de l'ordinaire. Lorsque j'observe mon histoire avec Paul, j'ai toujours eu le sentiment qu'on aurait beau tenter de se séparer par tous les moyens, la vie parviendrait toujours à nous réunir. Peu importe nos âges et les épreuves de nos vies respectives, nous nous sommes suivis de loin ou de près et n'avons jamais cessé de nous aimer. Parfois consciemment, parfois clandestinement, parfois bruyamment et d'autres fois silencieusement. J'ai aussi pu observer que malgré le fait que nous ayons passé parfois plusieurs années l'un sans l'autre, nous avons toujours été reliés par quelque chose de plus grand. Bien que je l'expérimente auprès de Paul, je me refuse pour autant à accepter l'idée que seule une personne sur Terre puisse nous apporter le bonheur, l'amour et la compréhension dont nous avons besoin. Et j'aime particulièrement l'idée qu'il n'existe pas une bonne personne, mais bien celle que l'on choisit d'aimer à ce moment-là de sa vie. Parce que je crois en l'idée que nous pouvons aimer plusieurs bonnes personnes au cours d'une vie. D'ailleurs, quand je pense aux hommes avec qui j'ai vécu lorsque Paul et moi étions séparés, ils étaient tous la bonne personne à ce moment-là de mon existence. Ceux avec qui je devais expérimenter, apprendre, me tromper, comprendre, grandir en vue d'évoluer. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire de Paul l'amour de toutes mes vies, et c'est une décision que je réaffirme auprès de lui tous les jours. Parce que cette certitude enracinée au fin fond de mes tripes est aussi une décision active. Je veux qu'il soit la bonne personne, je fais de lui la bonne personne, et j'œuvre par-dessus tout à être la bonne personne pour lui. Alors, souvent, je me pose les questions suivantes. Mes comportements relationnels sont-ils à la hauteur de ce à quoi j'aspire ? La manière dont je me comporte est-elle digne de mon souhait d'être la bonne personne pour lui ? Autre stéréotype, les couples épanouis ne se disputent pas. J'ai pu observer, tout au long de ma vie professionnelle comme personnelle, à quel point le sujet de la dispute au sein du couple est tabou. C'est fou comme, de manière générale, la dispute semble synonyme de maladie, de honte, voire d'échec. C'est d'autant plus fou d'observer à quel point ce mot génère en nous de nombreuses appréhensions, car il est souvent synonyme de jugement de la part des autres. Et pourtant, il est important de bien différencier le conflit de la violence. Se disputer n'a strictement rien à voir avec les violences au sein du couple, par exemple. Dans la dispute, qui est l'une des principales manifestations du conflit, on est face à deux personnes qui sont sur un pied d'égalité. Dans l'exercice de la violence, on rentre dans un rapport de domination au sein duquel un seul des deux partenaires, ou parfois les deux, va chercher à avoir une autorité sur l'autre en le plongeant dans un climat de peur, et ce dans le but de prendre le contrôle et d'asseoir son pouvoir sans qu'il puisse être remis en question. Cette domination peut être physique, psychologique, émotionnelle ou autre. Rappelons que les violences au sein du couple sont des crimes condamnables par la loi, qui illustrent une relation asymétrique au sein de laquelle le totalitarisme relationnel, l'inégalité et la peur écrasent celle ou celui qui en est victime. Tandis que les disputes sont davantage comparables à une alternance de rapports de force inévitables et constructifs dans une relation dynamique au sein d'un couple dit démocratique. À mon sens, les conflits, tout comme les crises, sont des trésors pour un couple. Des mauvaises herbes dont nous n'avons pas encore trouvé la fonction extraordinaire. Parce que, d'une manière ou d'une autre, ils nous offrent l'opportunité de nommer l'inconfort sous-jacent. Bien souvent, ils nous permettent de nous réaffirmer, de re-questionner le cadre implicite dans lequel nous évoluons, et ils nous contraignent à impulser le mouvement en faisant évoluer la relation. C'est le principe même de la vie. L'évolution de notre monde est conditionnée par la capacité des êtres vivants à s'adapter à toujours plus de nouveaux environnements et de nouvelles conditions de vie. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.